Donc, on va essayer de parler quand même de bilan. Il m'a été demandé de parler du bilan d'un infarctus cérébral de l'adulte jeune. J'ai mis sujet jeune, mais on devait être adulte jeune, puisque sujet jeune, ça va comporter un peu plus main. Alors, au fait, toujours, je commence un petit peu, je suis académicien, donc je devrais commencer avec les définitions. L'infarctus cérébral, c'est le terme francophone utilisé de façon donc académique, si vous voulez, c'est pas un AVC ischémique. AVC ischémique, ça comporte aussi bien les AIT. Et éventuellement, en anglais, cerebral infarct ou bien stroke ischemic stroke, it's similar. Deuxième des choses, il y a une chose importante maintenant pour poser un diagnostic d'un accident vasculaire cérébral ischémique ou bien un infarctus, vous en avez besoin de l'imagerie. L'imagerie est obligatoire. On n'a pas le choix, donc on devrait avoir de la confirmation, j'allais dire anatomique par l'imagerie. Et cette imagerie peut être un scanner ou bien une IRM. Je fais passer ces deux patients, en fin de compte, c'est mes patients. C'est pour vous dire qu'une chose, le neurologue, il a un souci très important, c'est la topographie. La topographie est le chef de file de recherche étiologique en neurologie pour la pathologie neurovasculaire. C'est très important pour nous. Alors ça, c'est la définition de l'AIT, c'est important quand même de connaître, puisque les délais sont importants, donc moins d'une heure et sans preuve d'infarctus aigu. Donc ça, c'est depuis 2009. Mais au fait, comment essayer de procéder? Ça, c'est terminologie en arabe, si vous voulez. Et deuxième des choses, parce qu'on a deux noms, à savoir l'AVC ischémique ou bien l'infarctus cérébral, et on a l'adulte jeune. Quand est-ce qu'on se dit jeune? On peut se dire même à 80 ans qu'on est jeune, mais au fait en physiologie, il y a des limites d'âge. À partir de 44 ans, déjà on commence à être déjà l'adulte mûr, j'allais dire. Mais au-delà de 45 ans, on devient un petit peu adulte directement, ça veut dire au-delà de 45 ans, on n'est plus presque jeune. Mais cependant, certaines études dans le domaine de neurovasculaire étendent cette tranche de sujets jeunes jusqu'à 55 ans. En moyenne, on fait 49 ans, mais certaines études, et notamment les études brésiliennes, passent jusqu'à 55 ans, ils aiment toujours être jeunes. Alors, deuxième des choses, en matière d'épidémiologie, vous connaissez que l'infarctus cérébral est un fléau, c'est un grand problème de santé publique. C'est vrai, l'incidence, on avait un petit peu des lueurs d'espoir dans des réductions de l'incidence de cette pathologie durant la première décade, mais la première décennie de cette millénaire. Donc on avait une réduction sur le plan statistique des Nord-Américains et Européens. Mais après, à partir de 2010, on a une recrudescence quand même importante, malgré qu'il y a une amélioration toujours de la qualité de prise en charge et éventuellement diminution de la mortalité et de l'handicap. Cependant, cette augmentation, ça concerne toutes les catégories d'âge. Et ça, c'est important. Au fait, la catégorie d'âge jeune, ça, c'est les données globales pour vous dire que c'est vraiment un grand fléau. Ça va arriver jusqu'à 30, voire 50 millions de nouveaux cas au-delà de 2050 et on va avoir 200 millions d'AVC à traiter qui sont toujours vivants. Ça, c'est donc la part de la mortalité pour l'AVC lui-même. Ça représente la deuxième cause de mortalité, presque 35% de l'ensemble des décès dans le monde. Alors, pour ce qui est de l'augmentation de l'incidence de l'adulte jeune, de l'infarctus cérébral chez l'adulte jeune, ça a été constaté la première fois en 1978 dans le congrès mondial de l'OMS à Alma-Ata, en Kazakhstan. Et c'était le premier signal d'alarme qu'on voyait plus de jeunes à cette étape, donc à ce temps, donc ça fait presque 48 ans ou bien 47 ans, qu'on voyait plus de jeunes qui sont concernés par cette pathologie. Et après, les études biologiques venaient et confirmaient que c'est vraiment une augmentation qui est assez conséquente quand même et qui devrait être alertée, bien sûr, à rechercher éventuellement les causes et les facteurs de risque. Donc cette incidence qui augmente, donc c'est assez intéressant. Donc partout, mais même chez nous, à la fin de compte, on constate la même chose. On avait une incidence à Constantine qu'on a essayé de l'évaluer dans la wilaya de Constantine entre 3 et 4 jusqu'à 2008, et après ça a flambé, on est à 13,4 cas par 100 000 habitants pour le sujet âgé de moins de 50 ans. C'est quand même une incidence, la moyenne à l'échelle mondiale c'est entre 10 et 12, et c'est quand même un chiffre assez alarmant. Donc cette élévation, on devrait un petit peu fouiner, on est obligé un petit peu de voir, et bien sûr les facteurs classiques sont les premiers, mais également il y a d'autres facteurs qu'il ne faut pas oublier à rechercher dans cette pathologie. Alors bien sûr les spécificités de l'adulte jeune en matière de présentation clinique, je ne vais pas parler aujourd'hui, mais c'est en matière d'étiologie. Il y a la part des causes indéterminées qui est la première part, j'allais dire. Mais cependant, il y a une autre partie qu'on va voir et que c'est vraiment complètement différent. D'ailleurs, l'infarctus cérébral en total, je le dis à mes amis cardiologues, il est différent de l'IDM en matière de présentation étiologique. Et c'est pour ça que la recherche étiologique, c'est encore plus fine. Ça, c'est les données de registre de Dijon,
Ça a été publié, je crois, en 2024. Mais les résultats, c'est de 2019, ça a été en 2019 l'évaluation. Et on voit bien qu'il y a la catégorie de sang de causes indéterminées qui est la première, et par la suite les causes déterminées. Et en troisième position, on va avoir donc les causes cardiaques, et donc après les causes lacunaires, et éventuellement les causes, certaines causes spécifiques et particulières. Donc ça, c'est pour dire un petit peu la répartition. En fait, les facteurs de risque de l'AVC en lui-même, de l'accident vasculaire cérébral, ils sont multiples, sont classiques, mais maintenant, depuis maintenant 2 ans, 3 ans, on essaie d'insister sur des facteurs sociaux et éventuellement psychologiques, j'allais dire, et certains facteurs un peu plus spécifiques comme la polyprotéine A2, l'homocystine qui revient un petit peu en plus, les troubles de sommeil. Alors les troubles de sommeil, ce n'est pas uniquement le SAOS, c'est le SAOS ou bien le syndrome d'apnée de sommeil central ou bien obstructif, mais également d'autres troubles de sommeil, d'autres pathologies neurologiques. On ne croyait pas que c'était en rapport avec le risque vasculaire et on commence à décrire que c'était vraiment un problème qui devrait être pris en charge et heureusement qu'il y a des traitements pour ces pathologies. Donc ça, c'est la stratification étiologique classique que j'ai montré tout à l'heure. Mais je reviens un petit peu à cette recherche étiologique. Ce que recommande donc l'ASA, au fait, il n'y a pas de spécificité dans les recommandations de l'ASA par rapport à l'AVC du sujet jeune. Mais on va voir que quand même, il y a certains organismes, à savoir donc, la Société française de neurologie, qui donne donc un bilan spécifique pour l'adulte jeune. En fait, je viens pour vous parler un petit peu du bilan étiologique. Il faut savoir la structuration des étiologies en matière d'infarctus cérébral. On a des classifications spécifiques. Ces classifications, on avait en fin de compte 4 au total, mais les 3 principales, ça c'est le plus ancien, le TOS de 1993, et ça classe donc l'infarctus cérébral en matière étiologique en 4 catégories essentielles, à savoir la cause éventuellement liée à l'athérosclérose, la deuxième c'est la cardiaque, troisième c'est lacunaire ou bien small vessel disease, et enfin les autres causes. Et la cinquième, c'est là où on n'a pas de cause. Et au fait, quand on voit cette notion de ne pas avoir de cause, soit qu'on ne retrouve pas de cause, soit il y a une difficulté parfois à lier une pathologie à l'AVC ischémique. Et ça, c'est un problème. C'est le cas où on aura par exemple une athérosclérose, plus par exemple une FA un petit peu paroxystique ou autre, et on n'arrive pas à vraiment dire quelle est la cause exacte. Et donc, on classe donc dans cette catégorie. Bien sûr, ces classifications ont des listes de maladies associées pour essayer de rechercher, ça c'est juste les cardiopathies. Il y a une deuxième classification qui est, au fait, c'est un phénotypage de l'infarctus cérébral, ça s'appelle ASCOD, classification. En fait, c'était appelé ASCO, par la suite ASCOD, en 2010 et en 2013. L'objectif, c'est d'essayer de spécifier les différentes catégories en fonction, j'allais dire, c'est un bilan lésionnel du patient victime d'un AVC en fonction de ce qu'il a. Est-ce qu'il a une athérosclérose? Vous le classez en A. A1 s'il a une sténose de plus de 70%, A2 s'il a 50%, A3 ainsi de suite. La même chose pour S, c'est small vessel disease, ça veut dire s'il a des lacunes. S'il a une cardiopathie, c'est C. S'il a une dissection, c'est D, c'est dissection, donc des artères. Vous voyez, donc c'est une classification qui essaie d'évaluer la totalité de l'état lésionnel du patient, et ça c'est très intéressant pour les études, les essais thérapeutiques donc dans cette pathologie. Alors, une classification très particulière qui n'est pas utilisée, c'est utilisé un petit peu dans le cadre de certaines études ou bien de certains essais cliniques beaucoup plus, c'est spécifique pour l'adulte jeune, c'est le Baltimore Classification. Baltimore Classification, sa caractéristique, au lieu de mettre les 4 classes qu'on a, on essaie de mettre en évidence ou bien on exergue certaines pathologies qui sont très spécifiques pour l'adulte jeune. Alors, la première des choses, c'était la migraine. La migraine, on l'a classée comme étant une entité qui peut donner un infarctus cérébral. Deuxième des choses, la contraception orale chez la femme est considérée comme étant une cause qu'on ne retrouve pas une cause. Quand la contraception orale, bien sûr, est utilisée pendant certaines durées, au-delà de certaines durées. Et donc, on a essayé de tirer certaines spécificités donc, chez l'adulte jeune pour les caser dans des classes étiologiques. Alors, on vient un petit peu à comment essayer de hiérarchiser notre bilan étiologique. Au fait, le bilan étiologique, ça c'est donné un petit peu de stratification proposée par la Société de neurovasculaire française. C'est, en fin de compte, ça va être en fonction de l'étiologie et ça va être un bilan initial. L'objectif de ce bilan initial est essentiellement de rechercher les gros cadres nosologiques, à savoir l'atteinte athéromatique ou bien éventuellement l'atteinte cardiaque et un mécanisme emboligène. Par la suite, on va avoir la deuxième intention, si vous voulez. Si on ne retrouve pas d'étiologie dans le premier
cas de recherche étiologique, on va essayer de passer à des bilans encore plus poussés. Encore, c'est quand on n'arrive pas à retrouver encore des causés, donc on recherche des causes plus rares, en fonction de l'orientation clinique et surtout l'impact thérapeutique. Et enfin, parfois, dans le cadre d'études de recherche, on recherche des pathologies très particulières chez l'adulte. Donc, toute ligne est classée en 3 catégories. La neuroimagerie, donc évaluer le parenchyme, les artères cérébrales. Deuxième, c'est cardiologique. Toutes les cardiopathies qui peuvent être emboligènes éventuellement devraient être scannées. Et bien sûr, la première des choses, première ligne, c'est un ECG, éventuellement une échocardiotransthoractique simple. Et par la suite, le bilan biologique, la première phase qu'on fasse le premier bilan biologique, c'est essayer de rechercher l'ensemble des facteurs de risque majeurs, c'est-à-dire la dyslipidémie, le diabète, excusez-moi, éventuellement l'hyperhomocystinie, parfois elle est placée ici, parfois un peu en bas, et éventuellement donc d'autres pathologies inflammatoires qui peuvent donc générer cette pathologie. Deuxième ligne, c'est quand on n'arrive pas à avoir donc des anomalies au scanner ou bien à l'IRM, on passe à l'angioscan ou bien une IRM un petit peu plus poussée pour essayer de rechercher éventuellement des anomalies spécifiques de notre système vasculaire. Et ça, c'est des séquences un petit peu de plus en plus spécifiques. Sur le plan cardiologique, là, on passe à l'ETO avec épreuve de contraste. On passe également ici au Doppler transcrânien avec épreuve de contraste. Et enfin, le bilan biologique, ça va s'enfoncer pour rechercher les coagulopathies spécifiques qui peuvent donner éventuellement les hémopathies qui peuvent être à la cause de cette pathologie. Au fait, il y a un listing qui est très long, je ne peux pas vous parler de tout, mais troisième ligne, on passe encore à une étape où on va essayer d'évaluer la paroi donc, des artères intracrâniennes. Donc ici, on recherche beaucoup plus s'il y a une sténose intracrânienne très précise dans le sens athérosclérose ou bien dans le sens des angéites isolées du système nerveux central. On le fait ici en troisième ou bien en quatrième. En quatrième position, on va avoir à rechercher éventuellement les malformations, c'est le cas d'asile, le cas d'asile, éventuellement donc d'autres pathologies neurologiques spécifiques qui touchent le cartilage, le col A4 et autres. Et sur le plan cardiologique, ça va être orienté beaucoup plus par le cardiologue pour essayer de voir quelle est la cardiopathie emboligène qui est suspectée en fonction de son premier bilan cardiologique. Alors le bilan biologique, ça va être d'emblée presque de la génétique et certains facteurs un peu plus ou moins spécifiques et de certaines maladies qui peuvent causer cette pathologie. Et en dernier, ça c'est en 2013, on a essayé de faire une petite proposition plus pratique. Parce qu'on s'est dit, pour essayer de passer de toutes ces étapes, ça sera un petit peu plus long. Qu'est-ce qu'on a dit? On fait un premier bloc d'exploration, ça veut dire une imagerie cérébrale, un TDM bien une IRM. Par la suite, passer avec un Doppler de transport aortique avec un écho transthoracique uniquement, et éventuellement donc, un ETO dès qu'on suspecte qu'il y a quelque chose. Deuxième bilan, on va s'orienter en fonction des résultats du premier bilan. S'il est négatif, on va essayer de rechercher encore s'il y a des éléments cliniques qui nous orientent vers une pathologie bien spécifique. On démarre donc les épreuves de contraste, aussi bien en Doppler transcrânien ou bien éventuellement un monitoring plus long sur le plan activité cardiaque, ça veut dire un Holter de 7 jours éventuellement de plus. Et les cas où ce sera négatif, on va essayer de fouiner dans d'autres pathologies qui sont extrêmement rares en matière de pathologie neurologique. Ce qu'on a également proposé, c'est que quand on fait ces bilans, il faut essayer de refaire ces bilans à distance. Alors, soit refaire à l'occasion d'une récidive, quand elle est proche, ou bien attendre 6 mois et essayer de refaire. Ça, c'était une proposition pour essayer de cas où on arrivait donc une cause indéterminée. En fait, ça, c'est des petits résultats un petit peu de notre étude qu'on a faite donc, en 2013. C'était pour essayer de voir la classification étiologique et on voit donc bien sûr la première case chez le sujet jeune, c'est les autres causes, presque 25%, cardiopathie presque 23%, et on va voir par la suite dans les cardiopathies le foramen ovaire palmaire dans presque 7% des cas. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée. Les autres causes, si vous voulez voir. Et les cardiopathies à risque également, on avait pas mal de cas. Les valvulopathies existent à la fin de compte et c'est une cause qu'on devrait toujours rechercher chez nos patients et ce n'est pas quelque chose d'éradiqué si vous voulez. Les cardiopathies à faible risque telles que le FOP, c'est le thème de notre, l'objectif de notre thème aujourd'hui, c'est aux alentours de 4%. Alors, dans Baltimore Classification, quand on a essayé de voir est-ce qu'on a vraiment des cas où la migraine et on est la cause. Et c'est vrai, on a décrit qu'il y a 2 cas d'infarctus migraineux et c'était vraiment quelque chose à penser chez ces patients qui sont très jeunes. Et la même chose pour la contraception qui restait la seule cause dans un nombre qui est très limité.
Au fait, la conduite pratique du bilan de l'adulte jeune, l'essentiel, c'est on va explorer le parenchyme. Le parenchyme est très important, pourquoi j'insiste? Parce que le parenchyme, ça va nous orienter vers deux choses. La première des choses, est-ce qu'il y a déjà une transformation hémorragique associée ou non? Deuxième des choses, c'est la topographie. Plus il y a une multiplication des lésions, des aires atteintes, plus le mécanisme emboligène est suspecté. Et ça, on le suspecte sur le plan clinique et sur le plan imagé. Et c'est très important pour essayer de s'orienter. Si vous en avez déjà au début un patient qui vient avec un événement qui disparaît en quelques minutes ou bien en quelques heures, et il le refait quelques jours après ou bien quelques heures, c'est habituellement qu'il y a déjà un thrombus ou bien une source emboligène très proche et très active. Et ça, il faut insister de rechercher cette cause emboligène le plus tôt possible, soit d'origine cardiaque, et souvent c'est le cas, ou bien d'origine artérielle. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'aorte de ma patiente. Donc, la plaque de l'aorte est une source qu'il ne faut pas oublier. Deuxième situation, c'est quand on a donc un mécanisme thrombotique, ça veut dire habituellement, elle s'installe avec de façon donc petite symptomatologie neurologique, par la suite une récupération complète, et par la suite on a une grave aggravation, j'allais dire. Donc on va avoir un déficit neurologique grave qui va entraîner vraiment un handicap majeur chez le patient. Ça, c'est un gros tronc artériel. Soit c'est de l'athérosclérose, soit également, éventuellement, c'est un gros tronc donc, qui touchait soit en intracrânien, soit en extracrânien. Et ça, c'est important de faire l'imagerie et de faire éventuellement. Et ça, c'est un élément d'orientation pour les techniques thérapeutiques maintenant actuelles, donc pour passer à la thrombectomie dans les 24 premières heures qui sont maintenant disponibles. Troisième catégorie, c'est quand on aura des cas de lacunes. C'est des patients qui vont faire donc des petits symptômes comme ça. Ça peut être vraiment de façon assez rapide. Ça veut dire sur quelques minutes, on va avoir, quelques heures, pardon, on va avoir plusieurs symptômes et ça récupère. Parfois, c'est un symptôme qui vient, ça disparaît et ça disparaît de façon un petit peu plus progressive. Et ça témoigne que c'est des petits vaisseaux. Et ça, habituellement, les petits vaisseaux, on a soit l'HTA ou bien le diabète éventuellement associé, ou bien certaines pathologies des petits vaisseaux dans le cadre de certaines maladies malformatives de système artériel intracérébral. Alors ça, le dernier mécanisme hémodynamique, c'est quand on a un patient qui fait un déficit slowly, vraiment doucement, ça s'installe, et ça c'est soit un hémodétournement local, le classique, c'est le vol sous-clavière, ou bien éventuellement, si vous en avez une défaillance cardiaque dans le sens d'insuffisance cardiaque, ou bien un état de choc parfois, qui peut donner ça. Et ça donne une chose qu'on appelle les infarctus jonctionnels. C'est des petits points qui sont dans les limites des territoires artériels. Et ça, c'est très évocateur éventuellement de ce mécanisme. Et donc, de la recherche chirurgique, ça va être facile à s'orienter. Donc, on aura à orienter notre bilan, soit imagerie, soit bilan cardiaque, soit autre bilan, en fonction de ce contexte clinique et radiologique. Et ça nous permet un petit peu d'avoir un diagnostic chirurgique le plus rapidement possible. Parce que l'objectif pour nous, c'est quoi? S'il a fait déjà son événement cérébrovasculaire, s'il est thrombolisé, on peut avoir une petite récupération. L'objectif, c'est qu'il ne récidive pas, parce qu'habituellement, la récidive, elle est plus grave. Et encore, ce n'est pas plus grave encore en phase aiguë. Plus les déficits s'accumulent par le temps, c'est éventuellement un passage d'une maladie encore plus grave, c'est la démence, ou bien la démence vasculaire. Je termine par l'avant-dernière, c'est cette imagerie de paroi. C'est une nouvelle depuis 2023 maintenant. L'imagerie de la paroi est la première à faire. Alors l'imagerie de la paroi artérielle, surtout chez un jeune, quand on a déjà un bilan primaire qui est assez négatif, il faut insister de faire un jeu avec donc exploration de la paroi. Donc, et c'est très important pour rechercher les angioïdes isolées du système nerveux central. C'est un cadre nosologique très particulier qui nécessite un traitement spécifique. Et donc, ces récidives, bien sûr, refaire le bilan, ça c'est une chose très importante. En conclusion, le bilan étiologique de l'infarctus jeune devrait être orienté par la clinique, le type d'AVC, le terrain pathologique, et il doit être précoce et exhaustif, éventuellement répété. Une chose l'année passée, on a eu dans les recommandations, ce n'est pas encore dans les recommandations, mais c'est une chose qui est très importante, c'est que maintenant, un infarctus cérébral, quand il vient en urgence, en plus de son imagerie cérébrale, on est dans l'obligation de faire une imagerie thoracique, un angioscan thoracique, et peut-être prochainement un angioscan éventuellement cardiaque. Ça en phase aiguë. Parce que, comme je dis toujours à mes résidents, quand il y a un voleur dans la maison, on doit le attraper là où il fait son acte. Là, donc, le meilleur moment, c'est de le faire en aigu, parce qu'un scanner thoracique, ça ne demande pas beaucoup de temps, c'est 20 secondes, 30 secondes, il peut faire les coupes, et donc on ne va pas vraiment perdre beaucoup de neurones pour le patient, et on va essayer de faire la prise en charge. Je vous remercie.